Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Xavier Réchaume, je suis le coordinateur médical de Calva. Et bien, écoutez, bienvenue dans cette deuxième session que l'on a de ces webinaires, cette semaine de webinaires sur la prévention du risque suicidaire. Vous savez que bon, on va faire un petit résumé de la session d'hier très rapide, qui était une session plus chapeau et qui en fait posait un peu le décor. La Haute Autorité de Santé, sur la base en fait des déclarations d'événements indésirables graves associés aux soins, rapporte en moyenne 130 suicides par an en établissement de soins en France entre 2017 et 2021. C'est basé sur le rapport que on a pu voir hier, on a pu un peu décrypter ensemble hier. C'est un chiffre qui est probablement sous-estimé. Des tentatives de suicide et des gestes auto-infligés non suicidaires dont le nombre reste totalement imprécis, car insuffisamment signalés, ont également eu lieu en établissement chaque année. Et on estime que les suicides et les tentatives de suicide graves représentent aujourd'hui 20,3%, c'est-à-dire un événement indésirable grave associé aux soins sur cinq qui est signalé et remonté à la Haute Autorité de Santé, soit la première cause de signalement. Ces actes ont lieu en établissement et en services psychiatriques, mais aussi en établissements et services somatiques et chirurgicaux, et aussi en établissements médico-sociaux. Ça représente 15% quand même des situations, et particulièrement en EHPAD. Le suicide en établissement de soins est très majoritairement, on l'a vu hier, réalisé par pendaison. On va le revoir aujourd'hui, puisque c'était 57% de l'ensemble des actes suicidaires. Le second moyen étant la précipitation d'une grande hauteur. Le suicide à l'hôpital est une onde de choc. On en a parlé, on en reparlera aussi en fin de semaine. D'abord pour l'entourage du patient, mais aussi pour les personnes qui l'entourent et pour la famille, particulièrement pour l'entourage du patient ou du résident. Le deuil après suicide est complexe et particulièrement traumatique. Il ne peut être qu'associé qu'à une incompréhension majeure sur ce qui s'est passé, puisque ce patient ou ce résident était confié à une institution qui était supposée le surveiller, supposée prévenir un certain nombre de situations et de, justement de gestes suicidaires. Donc effectivement, un certain nombre de, de, de familles vont se poser la question de la sécurisation. D'où la session d'aujourd'hui qui est plus basée sur la sécurisation de l'environnement du patient ou du résident. Et c'est pour ça qu'on verra aujourd'hui l'évaluation du risque mobilier et immobilier. Et on vous présentera un outil d'audit que on construit avec la collaboration du groupe de travail au ministère sur la prévention du risque suicidaire en établissement. Caroline Bizet vous a parlé hier. On évoquera aussi la gestion des effets personnels et des restrictions de liberté, puisque la sécurisation de l'environnement comprend aussi la gestion des effets personnels et potentiellement la restriction de certaines libertés. Et là, on aura un éclairage juridique fait par Laure Vergès-Sonta. On aura ensuite l'occasion de vous présenter un outil dont on est très fier, qu'on a construit au sein de Calva. Et c'est Léna Marteau, qui est coordinatrice de Calva, et Hélène Houssin-Poussier, qui est neuropsychologue et ambassadrice Calva, qui ont participé très largement à la réalisation de cet outil. Un œil averti peut sauver une vie. Je vous laisserai effectivement le découvrir. Vous verrez que c'est un outil de sensibilisation, un outil de formation interactif extrêmement intéressant. Et puis, parce que, il est important d'avoir un œil justement exercé, on parlera du tour de chambre. Le tour de chambre, c'est pas juste faire le tour de la chambre pour voir si tout va bien. C'est justement aller un peu plus loin. Si tout va bien, voir si tout va bien. Ça doit s'inscrire dans une organisation des soins, dans la surveillance continue.
Et on a demandé effectivement l'avis et l'expérience, le retour d'expérience de Jordan Moisy, en tant que responsable des soins dans un établissement de santé qui a mis en place effectivement ce tour de chambre de façon plus détaillée qui peut être mis en place dans en fait de nombreux établissements. Et puis enfin, on se gardera un temps de questions-réponses parce que on l'a vu, vous nous avez déjà posé un certain nombre de questions en prévision de ce webinaire. On en aura d'autres effectivement qui viendront. N'hésitez pas hein, à utiliser le chat. N'hésitez pas aussi à demander la parole en fin de session et rouvrir votre micro pour poser la question en direct. On sera ravi de pouvoir vous y répondre. Donc, on va commencer effectivement par le risque, la sécurisation de l'environnement et du patient ou du résident. L'idée, hein, c'est effectivement de se dire que on doit la prévention en fait du suicide et des tentatives de suicide en établissement de santé ne peut pas uniquement reposer sur l'évaluation et l'identification d'un risque suicidaire individuel. On en a déjà parlé hier, on en reparlera jeudi. Cette évaluation, elle est complexe. Elle est notamment largement dépendante de la capacité du patient ou du résident à communiquer ouvertement avec le soignant et inversement. J'ai, pour l'anecdote, hier, je participais à l'analyse systémique après un suicide dans un établissement SMR et l'équipe avait énormément de mal à penser qu'on pouvait poser ouvertement la question à tous leurs patients, qui sont des patients avec des pathologies dégénératives neurologiques, de la question du suicide et de leur demander ouvertement s'ils avaient des idées suicidaires. On abordera ce sujet effectivement jeudi de façon beaucoup plus détaillée, mais on voit que effectivement c'est difficile de poser la question, c'est difficile de repérer. On sait aussi que il y a de nombreuses études hein, qui ont montré que les outils d'évaluation, les échelles qu'on peut avoir, ne sont pas forcément des très bons outils prédictifs de ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Et donc, on ne peut pas se reposer exclusivement sur le repérage et l'évaluation. De la même manière, on ne peut pas se reposer seulement sur la surveillance continue. Certains d'entre vous l'ont évoqué hier, en raison de pénurie de personnel, on peut avoir du mal à sécuriser. Est-ce qu'on peut mettre de toute façon un soignant derrière chaque patient, derrière chaque résident en permanence pour le surveiller? Accepte le fait qu'il soit un gardien, pas certain qu'il ait très envie de jouer ce rôle, en se disant que peut-être les soignants, les patients et les résidents n'acceptent pas forcément cette intrusion qu'on peut avoir dans leur vie aussi en permanence. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas faire reposer la sécurisation aussi exclusivement par la surveillance. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser un autre pilier, celui que j'ai mis là en orange, sur la sécurisation en elle-même de l'environnement du patient ou du résident. C'est sécuriser à la fois l'immobilier, mais aussi le mobilier. En fait, empêcher, limiter le plus possible l'accès à des moyens létaux, puisqu'on sait que, on l'a vu hier, l'idée c'est de limiter le plus possible l'accès aux moyens létaux à l'acmé de la crise suicidaire. On a cette idée qu'un patient qui veut se suicider va absolument réussir à se suicider, va chercher par tous les moyens à se suicider. On sait maintenant que c'est pas exact. Un patient, un résident qui a envie de se suicider au moment où c'est le plus fort, va chercher autour de lui un moyen de se suicider. S'il n'en a pas, il y a de grandes chances pour qu'on arrive à passer un cap et à pouvoir l'accompagner ensuite. Donc l'idée, c'est effectivement de sécuriser l'immobilier, les locaux, sécuriser le mobilier, sécuriser les effets personnels aussi, donc gérer les effets personnels du patient. Pour ça, diapo suivante, on en a parlé hier. Fabrice Joland vous a présenté l'expérience des hôpitaux des vétérans américains qui ont travaillé depuis 2001 sur la sécurisation des,
de leurs locaux, qui ont travaillé encore plus, ils ont intensifié effectivement leurs efforts en 2013-2014, à la suite de la sortie d'un rapport qui était accablant, qui montrait une augmentation énorme du nombre de suicides, et particulièrement chez les vétérans américains. Donc avec derrière l'idée, c'est la diapo suivante, d'identifier un certain nombre de modalités de suicide. Donc, ils ont repris tous les cas de suicide auxquels ils ont été confrontés, toutes les tentatives de suicide, et ils ont regardé les différents moyens suicidaires, et en fonction des moyens suicidaires, vous avez vu que là aussi, la pendaison des hanging est le moyen le majoritaire. Et donc, du coup, et le deuxième moyen étant les coupures, l'utilisation d'objets tranchants, eh bien, ils ont regardé effectivement avec la pendaison le type de lien, puisqu'il faut un lien et puis il faut une accroche pour se pendre. Et donc, ils ont regardé les différents moyens qui avaient été utilisés dans le détail, et de la même manière, quels étaient les objets qui avaient été utilisés en termes de coupure. Ce qui leur a permis de pouvoir faire une checklist et donc de repérer ces moyens létaux, et donc de pouvoir chercher à les maîtriser, voire les éliminer totalement de leurs établissements. C'est la diapo suivante. C'est ce travail-là, effectivement, qu'ils ont mis en place, a permis de diminuer de, vous voyez, à peu près 5 pour 100 000 suicides, 100 000 admissions, 5 suicides pour 100 000 admissions. Ils sont passés à pratiquement maintenant zéro, hein, depuis en 2011-2012. Et depuis ce temps-là, eh bien, le chiffre est toujours à zéro dans les établissements des vétérans américains qui ont mis en place cette checklist, qui ont mis en place cette checklist et qui ont mis en place les travaux nécessaires pour sécuriser. Ça montre que ça tient dans le temps. Ça veut dire que au-delà des efforts financiers et organisationnels qu'ils ont mis en place pour sécuriser l'environnement, au-delà aussi de la mobilisation des différents acteurs, eh bien, ça tient dans le temps. On sait que les formations sur le suicide ont besoin, comme pour les formations sur le risque incendie, ont besoin d'être reproduites de façon régulière, parce que ça ne tient pas très longtemps. Ça marche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on voit qu'on est obligé de reproduire et de dépenser une énergie importante pour ça. La sécurisation de l'environnement est beaucoup plus durable, et donc finalement a un effet plus important que la formation, même si la formation reste encore aussi à faire, ne serait-ce que pour repérer aussi, hein, les patients à fort risque, et puis être capable de sécuriser encore plus pour des patients qui seraient à risque plus élevé et qui seraient à l'acmé d'une crise suicidaire. Oui, suivante, pardon. Et c'est fort de cette expérience que dans le groupe de travail du ministère de la Santé, dans le cadre de la feuille de route nationale pour l'amélioration de la sécurité des patients et des résidents que vous a présenté Caroline Bizet hier, eh bien, dans l'axe 4, on a une action sur la prévention du risque suicidaire. Une des premières actions a été justement de proposer aux établissements un outil qui leur permettrait d'identifier justement ce risque immobilier et mobilier. Pour ça, on n'est pas parti d'une page blanche. On a commencé par demander l'autorisation aux hôpitaux des vétérans américains d'utiliser leur dispositif, et puis on l'a traduit en français. Alors, traduit en français, ça ne veut pas juste le mettre dans Google Translator ou dans DeepL. Ça marche bien, ça fait une traduction, mais ça ne traduit pas dans la culture française. Donc là, il a fallu effectivement déjà commencer par traduire et s'assurer que les terminologies correspondaient bien aux terminologies françaises. Mais ensuite, il y a eu un grand temps de relecture. Pour ça, ces quatre structures, dont Calva, régionale d'appui, ont relu de façon attentive cette checklist. On a fait relire par des établissements de santé. On a fait relire aussi par une direction de l'immobilier, puisqu'ils vont être directement concernés. Et puis par les experts du groupe de travail du ministère de la Santé. On a aussi fait un test in situ dans différents établissements pour pouvoir, eh bien, euh, conserver certains items, en retirer d'autres, puisque certains items correspondaient
plutôt au risque de chute, au risque de blessures accidentelles, alors, qui étaient intéressantes, mais qui risquaient un peu de brouiller les pistes. Ça reviendra probablement dans un outil en version 2, ça me permettra d'avoir une cartographie du risque immobilier de façon globale. Mais là, on s'intéressait au risque suicidaire. Et ça a permis de pouvoir aussi classifier, on le verra aussi, certains items par rapport à d'autres. L'idée n'étant pas de faire une révolution dans toutes les structures sanitaires et médico-sociales de France en leur demandant de faire des travaux gigantesques, mais de prioriser peut-être des actions de sécurisation, de sensibiliser aussi sur certains éléments à risque et donc se dire, ne pas se reposer sur le fait d'avoir mis le patient dans sa chambre ou le résident dans sa chambre va permettre de sécuriser la situation. Si cet environnement, cette chambre est dangereuse, eh bien, il va falloir peut-être soit le changer de chambre, soit le changer d'établissement. Ce qui reste encore à faire, ça va être de faire en sorte que cet outil puisse être utilisé par tous. Pour l'instant, cet outil est utilisable en l'état. C'est un tableau Excel, c'est un gigantesque tableau Excel. Maintenant, en termes de praticité, c'est pas forcément évident d'utiliser un tableau Excel, se balader dans tout l'établissement avec un ordinateur, avec un tableau Excel et le remplir. Et donc, l'idée, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire accessible à n'importe quel moment, de n'importe où et avec n'importe quel device, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette ou même un téléphone portable. Pour l'instant, on travaille sur le sujet pour pouvoir le mettre sous un format beaucoup plus accessible à tous pour que les professionnels puissent faire le tour de l'établissement, de tous les endroits de l'établissement, on va le voir, pour pouvoir justement sécuriser l'environnement. Ensuite, on prévoit bien sûr une diffusion nationale et une révision régulière en capitalisant sur les malheureusement mauvaises expériences des établissements, mais en fait en s'assurant que tous les risques identifiés dans cette cartographie correspondent bien à la réalité de ce qui se passe sur le terrain en termes de modalités de suicide. Pour vous voilà, le détailler un petit peu, cet outil, ben, en fait, tout est regardé. Les murs, les plafonds, les fenêtres, les portes-fenêtres, les couloirs, les placards, les meubles, la plomberie, l'électricité toutes les pièces d'un établissement de santé qu'il soit un établissement sanitaire ou médico-social sont passées au crible. Les chambres, les salles de bain, les chambres d'isolement, ceux qui en ont, des chambres d'apaisement pour ceux qui en ont, des salles à manger, des salles communes, des salles de soins, des salles d'atelier, le jardin. Tout est passé au crible pour repérer les situations qui pourraient être potentiellement dangereuses. Comment est construit l'outil? C'est la diapo suivante. Euh, L'outil, en fait, vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Il y a d'abord la thématique et le site où on va rechercher un potentiel risque. Ensuite, on pose une question. Cette question, elle est justifiée derrière. L'idée, c'est de dire, voilà, on va essayer de donner du sens à chacune des questions. On n'a pas posé des questions juste pour sécuriser, pour le plaisir de sécuriser. C'est que derrière, on a des recherches. Par exemple, quand on va parler d'un miroir, eh bien, effectivement, on va demander est-ce que le miroir est en verre? Et en fait, on ne voudrait pas que ce miroir soit en verre parce qu'on sait que le verre, ou alors c'est un verre qui doit être incassable parce qu'on sait que le verre peut être un outil qui peut permettre une scarification, par exemple. Et puis, on a demandé aux experts, ça c'est ce qui n'existait pas sur l'outil des hôpitaux des vétérans américains, mais on a demandé aux dires d'experts de nous classer un peu, de prioriser en fait ces risques, puisqu'on sait que il va falloir engager probablement des travaux et qu'on ne peut pas tout engager. Il y a des choses qui sont incontournables, c'est ce qui est en rouge. Il y a des choses qui sont recommandées, ce qui sera en orange, et puis des choses qui seront plutôt du niveau d'excellence qui seront en jaune, ce qui permet de pouvoir aussi prioriser probablement des travaux, des actions, et puis peut-être proposer d'autres solutions. Euh, une case, bien sûr, pour savoir si vous avez identifié un endroit où vous avez retrouvé effectivement ce risque et les actions ensuite à entreprendre, puisque l'idée, c'est de pouvoir suivre. Ensuite, derrière, c'est pas juste faire une cartographie, c'est derrière de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. La diapo suivante. Donc,
quel est le mode d'emploi en fait de cette checklist? L'idée, c'est de commencer d'abord par faire un audit un audit des chambres et de leurs dépendances, c'est-à-dire les salles de bain, un audit des lieux collectifs, et puis aussi un audit du mobilier. Qui est important puisqu'on sait qu'on a des mobiliers qui sont plus ou moins dangereux pour les patients et les résidents. Ensuite, eh ben, il sera demandé aux établissements de sécuriser. De sécuriser pour créer un environnement, donc ça veut dire effectivement engager des travaux. Alors, des travaux à chaque échelle, en fonction du risque qui est identifié, en fonction de la priorité aussi qui aura été identifiée. Mais l'idée, c'est de construire un environnement adapté et sécurisé. Je n'ai pas dit bunkerisé, j'ai vraiment dit sécurisé. Je vais vous montrer des exemples d'endroits sécurisés tels que sont conçus par exemple dans les hôpitaux des vétérans américains. Vous verrez que on est très 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 loin d'un bunker. Mais ça veut dire que quand je choisis par exemple de refaire des rideaux, bah, je me pose la question de la tringle à rideaux. Parce qu'effectivement, si la tringle à rideau, elle est très apparente, si elle permet d'être un point d'ancrage, ben, c'est pas forcément la bonne idée. Peut-être qu'il faut trouver un autre moyen de sécuriser. Pareil pour le mobilier. Le mobilier, c'est pas de mettre des mobiliers anti-suicide pour tout, mais c'est de mettre des mobiliers qui sont sécurisés, mais sécurisés aussi pour le patient ou le résident dans sa vie au quotidien. C'est des bords arrondis, c'est un mobilier qui peut pas être facilement déplaçable, parce qu'il faut aussi prévenir aussi les autres risques potentiels qu'on pourrait avoir. Et puis enfin, ça va être de vérifier. Vérifier d'abord que les travaux sont faits, c'est revérifier, remettre à jour sa cartographie régulière, parce qu'on peut avoir modifié un certain nombre de choses dans la structure. Et puis aussi évaluer ses pratiques en termes de gestion des effets personnels, évaluer ses pratiques en termes de tour de chambre, en termes de sécurisation, en termes d'inventaire à l'entrée ou etc. Donc ça, c'est tout ce travail-là, effectivement. Donc derrière, c'est tout un process qu'il y a de sécurisation de l'environnement. La diapo suivante, je voulais juste vous montrer, voilà, quelques photos prises aux États-Unis, essentiellement, parce qu'ils ont un peu d'avance sur nous, mais vous voyez qu'on est très très loin de bunkers. On est dans des endroits qui sont très beaux, qui sont pas forcément avec des matériaux très nobles, mais vous voyez, on peut y mettre des harmonies de couleurs. On peut y mettre des endroits qui sont très chaleureux, on peut y mettre des endroits qui sont très fonctionnels. Vous voyez un jardin thérapeutique dans le Vermont. Vous voyez juste en dessous du jardin thérapeutique, eh ben, c'est le poste de soins infirmier. Vous voyez que ce poste de soins, en fait, est arrondi, il est vitré, ce qui permet aussi aux soignants de pouvoir avoir une vision à 360 autour d'eux, de ce qui se passe dans le service et pas enfermé juste avec une meurtrière à la place de la fenêtre pour voir en fait, voir ou en fait, finalement, ne pas voir ce qui se passe dans le service, etc. Si on regarde sur la diapo suivante, juste vous montrer des exemples de mobilier, des exemples de portes, des exemples de boutons. Et je voulais juste vous rapporter, et on vous le mettra en lien, un guide qui a été fait justement par les hôpitaux des vétérans américains qui aide à la conception de travaux, de rénovation, de nouvelles structures. Quand on construit une nouvelle structure, qu'on veut la rénover, eh bien, il y a tout le cahier des charges techniques avec toutes les solutions qui existent et qui ne sont pas forcément plus chères qu'une solution habituelle. Donc là, effectivement, voilà, c'est bourré d'exemples, c'est bourré de schémas, de coupes avec les cotes, comment on peut répartir les sièges et le mobilier pour que ça soit harmonieux mais sécurisé, etc., etc. Voilà, ça sera effectivement ce qu'on pourra vous donner. Pour terminer, c'est la dernière diapo. J'ai parlé beaucoup de la sécurisation de l'immobilier, du mobilier. Il reste aussi la gestion des effets personnels. Encore une fois, l'idée, c'est de limiter l'accès aux moyens létaux. Et ça passe par un inventaire à l'entrée, un inventaire au retour de permission, un inventaire des effets apportés par l'entourage. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Beaucoup nous diront, mais j'ai pas le droit de fouiller. Ben ça, je laisserai la parole dans un instant à Laure Vergès-Sonta, justement, pour nous dire ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. L'idée, c'est de sécuriser, bien sûr, le patient et le résident, mais c'est aussi de sécuriser aussi les autres patients, les autres résidents. Donc, ne pas apporter d'objets dangereux pour les autres aussi, et puis de repérer aussi les situations à risque. Et là, le tour de chambre et l'expérience de Jordan Moisy sera importante. Je vous ai mis, vous voyez, en bas à droite, deux éléments totalement anodins, deux objets totalement anodins, mais qui sont ô combien dangereux.
L'analyse du suicide que j'ai faite hier, eh bien, vous voyez, c'était un cordon de téléphone qui a été utilisé, amené par le patient. Et effectivement, personne n'avait pensé à lui retirer. Comme quoi, vous voyez, c'est des choses assez anodines, mais qui sont potentiellement dangereuses quand on a repéré effectivement un patient à risque. Ça ne veut pas dire qu'on va les retirer tout le temps, mais on peut avoir des solutions. Mais pour ça, je laisse la parole effectivement à Laure Vergès-Santa, qui va nous apporter un éclairage juridique sur la gestion des effets personnels et des restrictions de liberté. Laure est juriste et particulièrement euh, concernés par les affaires de sinistres et d'assurance, puisque au sein du groupe Ramsay Santé, qui est un groupe de 135 établissements, c'est Laure qui gère justement ce département assurance et qui est confronté régulièrement à des situations où la gestion des effets personnels peut être mise en cause et la restriction des libertés est posée. Ce type de dossier, j'en ai malheureusement à connaître à la fois dans le cadre de mes fonctions pour Ramsay, mais également dans le cadre de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la CCI, pour laquelle j'ai un mandat et je siège en Île-de-France en représentation des établissements privés. Et c'est une commission qui examine des dossiers de responsabilité médicale avec des conséquences graves, notamment des dossiers de santé mentale. euh, qui vont en général porter sur des suicides ou des tentatives de suicide avec des séquelles importantes pour les patients. Cette intervention a pour but de vous présenter comment concilier le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles avec la protection des patients. Alors, sans tout spoiler, je vous dirais qu'il n'y a pas malheureusement, de recette miracle ou de réponse toute blanche ou toute noire. Ça va être vraiment du cas par cas et je vais vous donner des clés pour arriver un petit peu à détecter le champ des possibilités en fonction des établissements dans lesquels vous exercez. Donc, pour commencer, les droits fondamentaux des patients et les libertés individuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence a consacré la chambre du patient ou du résident comme un domicile privé. C'est une jurisprudence qui date de 1986. C'était l'affaire de Chantal Nobel, qui était une comédienne dans une série à succès des années 80, qui avait eu un grave accident, qui était hospitalisée et des paparazzis s'étaient déguisés en infirmiers pour accéder à sa chambre et venir prendre des photos de cette patiente. La Cour d'appel de Paris a décidé que la chambre d'hôpital occupée par un malade constitue pour lui un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu'il occupe à titre temporaire mais certain et privatif, et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette hospitalisation, cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d'être défendu contre la curiosité publique. Donc, à partir du moment où on reconnaît à cette chambre le caractère de domicile privé, eh bien, il y a tous les droits qui sont associés, qui vont en découler, le droit à la vie privée, le respect de certaines réglementations en matière de perquisition et saisie. Donc voilà, c'est je ne vais pas dire un sanctuaire, mais la chambre du patient doit vraiment induire le droit au respect de la vie privée. Ce droit au respect de la vie privée, j'ai mis l'article du Code de la santé publique qui le consacre dans tous les types d'établissements où les patients peuvent être pris en charge. Il faut savoir que c'est également décliné dans le Code de l'action sociale et des familles pour les EHPAD, dans la charte de la personne hospitalisée, article 9, qui s'applique dans tous les établissements de santé. Et cela va avec le respect de l'intimité du patient, que ce soit l'intimité physique ou de ses effets personnels, de ce qu'il peut avoir, de ce qui peut se passer dans sa chambre. La confidentialité également. Donc, on va devoir réussir à protéger le patient tout en arrivant à respecter ses libertés fondamentales. Alors, la protection du patient, suicidaire, ça va passer par deux étapes clés et je vais vous expliquer pourquoi je les ai distinguées. Donc, il y a dans un premier temps l'évaluation et surtout la réévaluation de risque suicidaire.
puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui doit être revu tout au long du séjour du patient pour pouvoir adapter les mesures qu'on va mettre en place au sein de la structure. Et pour ça, il y a le rôle clé du médecin qui est aidé par l'équipe de soins. Mais j'insiste bien sur le médecin parce que c'est lui qui va pouvoir prescrire des mesures particulières pour certains patients et que sans prescription médicale, le personnel ne va pas forcément pouvoir confisquer certains objets en fonction de la structure dans laquelle on se trouve. Et ces mesures de surveillance qui sont pour le coup à la charge de l'établissement, de la structure, donc c'est la mise en application par le personnel des protocoles et des prescriptions du médecin. Alors effectivement, j'ai distingué ces deux acteurs parce que sur le plan juridique, quand il y aura une action en responsabilité sur le plan civil, eh bien, si le médecin exerce à titre libéral, il va y avoir deux acteurs dont la responsabilité pourra être recherchée. Je vous ai mis une jurisprudence qui était intéressante, qui concerne un EHPAD qui est récente, de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui date de 2021. Et en fait, dans cette affaire, il y a eu un patient qui s'est suicidé alors que le risque était connu, puisque moins d'une semaine auparavant, ce résident avait déjà, cette résidente, c'était une dame, avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en s'étranglant avec les draps, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, que nous dit la Cour d'appel? Elle nous dit que l'EHPAD est tenu d'une obligation, et EHPAD, ça vaut aussi pour établissement de santé, hein, une obligation de surveillance et de sécurité à l'égard de ses pensionnaires. Il s'agit d'une obligation de moyens. Encore une fois, ça, c'est par opposition sur le plan juridique avec une obligation de résultat. Et c'est important, on est toujours dans une obligation de moyens. Et si dans ce cadre juridique ainsi défini, l'établissement n'est certes pas obligé de garantir une surveillance continue ni un dispositif de sécurité spéciale contre les actes imprévisibles, là, ce que nous dit la Cour, c'est un petit peu à l'impossible, nul n'est tenu non plus. Il résulte des pièces de la procédure que l'établissement connaissait en l'espèce la lourdeur et gravité de la pathologie psychique de la résidente et que son geste n'avait rien d'imprévisible, l'établissement aurait donc dû prendre toute mesure adaptée à cet état, soit par des soins appropriés sur place, soit, s'il n'en avait pas les moyens, par une hospitalisation. Et il est vrai que quand ce risque suicidaire est déjà identifié, là, j'exclus les cas du suicide entre guillemets surprise, qui n'était pas redouté et attendu malheureusement, en tout cas la tentative par l'établissement. Mais dans ce cas, on va même parler d'obligation de moyens renforcés. Et c'est important que les établissements mettent bien tout en œuvre pour arriver à sécuriser l'environnement des patients et, comme le disait Xavier juste avant, limiter tous les objets qui peuvent conduire à une issue létale. Euh, Cet arrêt est également intéressant parce que, juste pour terminer, il nous dit bien que si on n'a pas les moyens, il faut se poser toujours la question de l'adéquation de la structure dans laquelle le patient est hospitalisé ou réside avec son état psychique et avec le risque qu'il présente. Et si chaque établissement a ses limites, il faut savoir reconnaître justement ses limites euh, et laisser au patient toutes ses chances en envisageant un transfert ou en le changeant de régime d'hospitalisation dès lors qu'on n'a plus les moyens de le surveiller correctement. Alors, les moyens de la protection du patient, il va y avoir tout simplement déjà dans certains cas le placement en chambre double pour s'assurer que l'un surveille un petit peu l'autre, les rondes du personnel. Euh, Quand on sait qu'un patient est plus à risque, eh ben, en général, le médecin va prescrire des rondes plus rapprochées. Euh, mais il y a également l'inventaire des effets personnels et la confiscation des objets dangereux. Pour cela, et on va arriver un petit peu dans le vif du sujet, je pense, qui vous intéresse le plus sur le plan juridique, c'est ce qu'on peut appeler les fouilles, mesures de contrôle, d'ailleurs, qui est inspection de chambre,
Quand j'ai bien mis fouille entre guillemets, parce qu'évidemment, c'est pas le terme à faire apparaître dans les documents, même si on sait tous entre nous de quoi on parle. Donc la première condition, c'est l'accord du patient. Le principe étant que c'est un domicile inviolable, la fouille de la chambre, mesure de contrôle, doit se faire en principe avec l'accord du patient. Et il est important, dès le début, d'informer ce patient dans le livret d'accueil, le contrat de vie en collectivité, enfin, quelle que soit la terminologie que vous mettez derrière ça, de le prévenir que le personnel peut être amené à vérifier que ces effets personnels qu'il conserve ne sont pas en contradiction avec son état de santé. Euh, Évidemment, il y a des exceptions, et ces exceptions, ça va être en cas de danger pour le patient lui-même ou les tiers, en cas de trouble à l'ordre public. Il est évident que tout ça ne va pas s'apprécier de la même façon dans un établissement MCO, dans un EHPAD, dans une structure de santé mentale, dans une structure fermée, dans une structure d'hospitalisation sans consentement. Évidemment que la justification de la fouille euh, et sa systématisation, entre guillemets, ne va pas être la même selon la population, la patientèle et le risque associé à cette patientèle. Donc, il faut vraiment pouvoir caractériser, être en mesure de caractériser le danger qu'on soupçonne pour le patient lui-même ou pour les tiers ou en cas de trouble à l'ordre public. Il y a un principe constitutionnel en cas d'atteinte aux libertés individuelles, c'est le principe de proportionnalité. Les fouilles ou mesures de contrôle doivent toujours être strictement adaptées aux objectifs poursuivis. Ça veut dire que si quelqu'un s'est fait voler un portefeuille, eh ben, on ne va pas aller fouiller dans la chambre des voisins. Voilà, il faut un objectif impérieux comme justement le danger pour un patient soupçonné par le personnel. Le droit consacrant le droit à la vie privée et le caractère de domicile personnel à la chambre. La corrélation, c'est qu'en cas de violation injustifiée de la vie privée, la responsabilité de l'établissement hospitalier pourrait être engagée. Les patients disposent de recours juridiques pour contester de telles atteintes, notamment sur le fondement de l'article 9 du Code civil ou les dispositions relatives au respect de la vie privée et de la dignité humaine. Alors, comme je m'y attendais, j'ai fait des recherches de jurisprudence. Je ne trouve évidemment aucune disposition, aucun arrêt, aucune jurisprudence dans laquelle un établissement aurait été condamné sur ce fondement, puisque je pense que dès lors que les choses sont bien expliquées aux patients en amont, qu'on arrive à obtenir son, son consentement à la fouille ou qu'on arrive à lui expliquer dans quelle mesure, pour quelles raisons on est amené, pour le protéger, à faire une vérification de ses effets personnels, euh, des actions derrière, je pense qu'il n'y en a pas, et s'il y en a, je pense qu'elles ne vont pas bien loin sur le plan judiciaire. En revanche, en pratique, il y a beaucoup plus de recherche de responsabilité par les proches en cas de suicide. Je ne suis pas en train de vous donner un blanc-seing sur les fouilles et de vous dire allez-y, open bar, les libertés individuelles, c'est une chose, la protection du patient, c'en est une autre. C'est pas tout à fait l'idée. Ce que je veux juste vous dire, c'est que les quand il y a un vrai risque, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre ces mesures parce que on est tous d'accord que le suicide d'un patient, c'est une tragédie pour ses proches, pour notre personnel au sein des établissements. Il va y avoir beaucoup de conséquences juridiques, que ce soit sur le plan civil avec
recherche de responsabilité et de versement d'indemnité. Également sur le plan pénal, avec des recherches de condamnation pour homicide involontaire. Euh, c'est pas exceptionnel, on en a régulièrement. Euh, tout ça pour vous dire que même si aujourd'hui la jurisprudence, encore une fois, ce sont des obligations de moyens, euh, il n'y a pas 100% de condamnation. Il y en a, elles ne sont pas non plus exceptionnelles. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on soigne les patients pour arriver à la fin à une issue euh, favorable de leur hospitalisation. Donc, avec cet objectif de proportionnalité qu'il faut garder en tête, il faut qu'on assume que quand la mesure de contrôle semble justifiée, il faut y aller. Euh, je vous donne pas d'autres exemples de condamnation à MCO ou en établissement de santé mentale. Il y en a, ils sont assez faciles à trouver. Je veux pas non plus faire peur à tout le monde, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on arrive tous en bonne intelligence à protéger les patients qui viennent se faire hospitaliser chez nous. Euh, Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on va avoir confisqués pendant cette fouille? Alors, il y a les objets usuels qui vont être considérés comme dangereux par le patient, comme les a présentés Xavier, le câble de téléphone, des lacets. Il peut y avoir différents objets et malheureusement, les patients sont assez ingénieux. On le voit euh, régulièrement pour arriver parfois à détourner des objets qu'on n'aurait pas soupçonnés. Il faut être vigilant. Quand on est amené à les confisquer, eh ben, ces objets usuels, ils vont être conservés par l'établissement au sein du coffre. On va les lister et on les rendra au patient, ben, soit quand il sera amené à changer d'unité parce que le degré de risque sera redescendu, soit à la sortie, tout simplement, ils lui seront remis avec le reste, avec les effets qu'on aura pu conserver. Au cours de ces visites de chambre, le personnel peut également être amené à trouver des objets ou des substances illicites, des armes, des stupéfiants. Que doit faire l'établissement de ces objets? Eh bien, ils doivent être conservés dans le coffre de l'établissement. Et j'insiste bien sur notamment les stupéfiants qui ne doivent pas être conservés au sein de la PUI, mais au sein du coffre de l'établissement pour être ensuite remis à la police. Alors, je pense que la plupart de vos établissements, en tout cas les établissements de santé, je ne sais pas ce qu'il en est pour les EHPAD, mais doivent avoir passé, c'est fortement recommandé, des conventions santé, sécurité, justice qui nous permettent de donner un cadre plus souple aux relations avec les autorités. Quand on est amené à trouver ce genre d'objet, il faut contacter la police, la gendarmerie, expliquer ce qu'on a trouvé, leur demander idéalement qu'ils se déplacent, qu'ils viennent saisir les objets. Ça évitera au directeur de se balader avec une arme, avec de la drogue. Et si c'est pas possible d'obtenir de ces autorités qu'elles se déplacent sur site pour venir les récupérer, il faut toujours prévenir le jour de la remise, si c'est l'établissement qui est amené à aller sur place, donner l'identité de la personne et la date à laquelle elle va venir faire la remise. Parce que si votre cadre de santé ou votre directeur, au cours d'un contrôle de routine, se fait attraper avec des stupéfiants, bah, on sera bien embarrassé. Donc, raison pour laquelle je vous incite vraiment à essayer de convaincre les autorités de se déplacer ou à organiser comme ça en amont la restitution et la remise par l'établissement. Euh, il y a une instruction du 13 avril 2011 à laquelle je vais vous renvoyer, notamment justement pour les stupéfiants, qui dit que cette remise doit être faite de façon anonyme. On ne doit pas donner l'identité des patients.
dont on a trouvé, dans la chambre desquels, pardon, on a trouvé de la drogue. C'est le respect du secret médical. On se débarrasse, entre guillemets, de ces substances. Euh, je ferai passer le texte à Léna pour qu'elle puisse vous le donner à tous. Euh, et tout est bien expliqué dans cette instruction ministérielle. Et voilà, respecter le secret médical. Les armes sont également remises à la police. Euh, il faut informer le patient de tout cela. Si le patient dispose d'un permis d'armes, eh ben, il pourra la récupérer à sa sortie d'hospitalisation. Mais le but, c'est de sécuriser pour les patients eux-mêmes et pour les autres patients l'environnement en écartant tous ces objets qui sont détenus de façon dangereuse ou illicite. Alors, j'ai vu passer une série de questions, mais Oui, on répondra à toutes ces questions. Oui, on répondra à toutes ces questions à la à fin, la fin. À la fin, on les a toutes notées et effectivement, on reviendra ensuite sur le temps de questions-réponses. ça marche. Merci infiniment, Laure, pour ces éclairages extrêmement précis, comme toujours. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler régulièrement avec Laure et donc c'est toujours un éclairage très précis. Je vais passer tout de suite la parole à Léna Marteau et Hélène Houssin-Poussier, excusez-moi, qui vont nous présenter justement ce fameux outil dont j'ai parlé tout à l'heure, de sensibilisation interactive. Un œil averti peut en sauver une vie. Merci Xavier et merci Laure pour votre intervention. Donc effectivement, je vais vous parler d'un outil qu'on a conçu avec Calva courant 2024. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi on est parti sur cette idée. Maintenant, surtout que Xavier vous a présenté la grille d'audit des hôpitaux des vétérans américains, vous comprendrez que enfin, ça nous a donné un peu une idée, mais pour en faire quelque chose, alors ludique, c'est un bien grand mot, je pense, mais quelque chose qui soit un peu moins formel. Donc, avec cette idée en tête, on a monté un groupe de travail multidisciplinaire au sein de Calva, donc qui regroupait pour l'équipe Xavier et moi, donc qui travaillons sur cette thématique de la prévention des actes suicidaires et deux établissements de la région, donc le PSM de Caen, notamment avec Nicolas Kins, et le SMR Inicia Côte-Normande avec Hélène Houssin-Poussier qui va présenter avec moi aujourd'hui, et donc qui est neuropsychologue et aussi ambassadrice Calva et en tant qu'ambassadrice qui travaille aussi sur cette thématique de prévention des actes suicidaires pour notre SRA. Donc, pour construire l'outil, on s'est basé sur, par exemple, enfin, notamment le rapport de la HAS d'analyse des EIGS, donc, qui analysait 795 actes suicidaires graves entre 2017 et 2021. La base de signalement des événements indésirables de Ramsey Santé, qui reprenait 679 actes suicidaires graves et mineurs entre 2020 et 2023, mais aussi l'analyse des actes suicidaires qui ont été signalés à l'ARS Normandie entre 2021 et 2024, qui représentaient 35 événements. On a croisé cela avec l'outil d'audit immobilier dont vous a parlé Xavier en début de session. Et donc, lui qui a été construit les consolidations des actes suicidaires depuis 2014. Donc, avec tout ça, on avait une base assez étoffée pour sélectionner en fait les moyens utilisés par les patients sur les dernières années pour mettre en œuvre des actes suicidaires au sein des établissements. Donc, à partir de ça, on a fait quand même une sélection, hein. L'idée n'était pas d'être exhaustif. Et on a imaginé des scénarios suicidaires enfin, qui pourraient être mis en œuvre dans un établissement sur la base de photos en fait qu'on a pris au sein des établissements, notamment le PSM de Caen qui nous a reçus pour prendre quelques photos. Chez l'établissement Côte-Normande aussi nous a remis quelques photos, notamment pour les extérieurs.
et un autre établissement de santé que Xavier a pu visiter et donc qui avait retenu son attention parce que sans avoir besoin en fait, de faire des mises en scène, on avait beaucoup d'éléments qui nous intéressaient, nous, à illustrer dans l'outil. Donc cet outil il a été élaboré grâce à Geniali, c'est une application en ligne et qui nous permet d'avoir de l'interactivité pour les participants, les utilisateurs. Donc, une fois cet outil est élaboré, il a été relu et validé par des professionnels d'établissements, à la fois de la région, notamment le CH de Saint-Lô-Coutances, et d'établissements hors région, notamment l'établissement de santé mentale, la clinique d'Yvelines et la clinique Belle Allée aussi, qui est pas citée, mais en tout cas des établissements Ramsay Santé. Et donc, à la suite de ça, on a pu mettre l'outil à disposition des professionnels, enfin des établissements normands l'été dernier. On tenait à ce qu'il soit diffusé avant la semaine de la sécurité des patients, notamment parce que c'est, je pense, typiquement le type d'outil qui peut être déployé sur cette semaine. Et plus récemment, au début d'année, Xavier a pu en faire la présentation au ministère de la Santé dans le cadre du groupe de travail sur la feuille de route nationale qui vous a été présentée hier. Et il a retenu l'attention donc, du groupe de travail et qui a sollicité la RS Normandie, qui en fait était le financeur de ce projet, pour qu'il puisse être diffusé au niveau national. Et ça a été accepté, ce sera fait courant 2025. Donc c'est aussi une belle reconnaissance du travail de Calva et des membres de notre groupe de travail. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Sûrement, une partie d'entre vous connaît déjà cet outil. Donc, on lui a donné un nom qui retient l'attention. Un œil averti peut sauver une vie. Donc, qui est une chambre des erreurs, mais pas uniquement des erreurs, parce qu'on a aussi mis en scène, ou sans avoir besoin de mettre en scène, parce que c'était déjà une pratique dans l'établissement, des bonnes pratiques. Vous avez ici un QR code si vous avez envie de le scanner avec votre téléphone. Alors, c'est pas forcément l'idéal d'utiliser l'outil sur un téléphone, dans l'ordinateur est à privilégier, mais si vous avez envie de regarder un petit peu en parallèle à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Mais bien sûr, de toute façon, vous y aurez accès aussi en dehors de ce webinaire. Donc, cet outil commence par un rappel de quelques chiffres pour resituer le contexte, montrant que même en dehors d'un établissement de santé mentale, les établissements MCO notamment, ils peuvent recevoir, voilà, en 2022, ils ont reçu 75 803 personnes après une tentative de suicide ou une automutilation. Donc, dans tout type d'établissement, on doit être en mesure de prévenir ce type d'acte de la part des usagers. Donc, nous, notre but surtout, c'était que cet outil, il parle à tout type d'établissement et pas uniquement aux établissements de santé mentale. C'est ce à quoi on s'est attaché quand on l'a créé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne l'a pas fait pour faire peur aux utilisateurs, parce qu'effectivement, quand on commence à utiliser l'outil, on peut se dire, oh là là, mais il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Et oui, c'est vrai, mais le but, c'était surtout d'éveiller la vigilance, parce qu'on ne va pas réagir de la même façon selon le profil des personnes qu'on prend en charge ou qu'on accompagne. Le but, c'est surtout d'adapter après notre niveau de vigilance et de surveillance, et pas euh, de tout retirer. Et donc, voilà, on va commencer maintenant la visite de l'établissement, donc, qui commence par l'extérieur. Ici, donc on vous dit d'inspecter l'établissement en cliquant sur les éléments présents pour identifier ceux qui présentent un risque mobilier ou immobilier, mais aussi les bonnes pratiques qui permettent de prévenir les actes suicidaires. Et sur chaque photo, vous avez sur le côté le nombre d'éléments à trouver sur l'image.
Tant que la main elle est grisée, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'élément. Et une fois que l'élément est trouvé, ça passe en fait, la main passe en vert. Donc comme ça, vous savez exactement à tout moment combien d'éléments il vous reste à trouver si vous pouvez passer sur la page suivante. Donc après, vous naviguez avec les flèches qui sont par exemple sur le côté des photos. Où là, une fois qu'on a visité l'extérieur, après, on peut rentrer. Donc on voit que cette flèche vous permet d'entrer dans l'établissement. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez cette flèche-ci, mais quand c'est grisé, en fait, c'est que vous avez déjà exploré ce qu'il y avait à voir avant. Donc, une fois qu'on rentre dans l'établissement, je vous ai pas mis tout l'établissement, donc il y a plusieurs étapes. Ça ne veut pas dire que là, on tombe directement dans le couloir. Non, en fait, on va rentrer d'abord dans le hall, on va inspecter un peu l'étage. On a différents couloirs à visiter. On voit que dans ce couloir, on peut rentrer soit dans la chambre 1, soit dans une salle télé ou dans une deuxième chambre. Donc, c'est un trajet qui est bien défini. Vous allez d'abord visiter la première chambre, après vous aurez accès à la salle télé, puis à la chambre 2. En fait, à chaque fois que la case est en couleur, c'est là où vous pouvez cliquer pour rentrer dans la pièce. Et donc là, par exemple, dans le couloir, à un moment, il y avait quelque chose à trouver. Donc, sans trop divulguer, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a des outils qui traînent. Donc, la main ici, elle est verte parce que notamment, là, on avait déjà cliqué sur les outils. Mais ça, vous pourrez le découvrir par vous-même, ce sera plus intéressant. Euh, donc, vous avez effectivement deux chambres que vous pouvez visiter. Une chambre qui est plus du type santé mentale, qui était très, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais spartiate, en fait, assez vide. Et une chambre qui correspond peut-être un peu plus à la réalité de tous les jours. Donc, mais ici, dans cette chambre qui était déjà bien sécurisée, on s'est permis, nous, d'ajouter quelques éléments dangereux. Par exemple, on a laissé traîner un foulard sur le dossier de la chaise. Donc, quand vous cliquez sur cette erreur, entre guillemets, un message s'affiche pour vous expliquer pourquoi c'était un élément à risque dans la pièce. Donc, on a ce type de message qui peut apparaître. Par exemple, on vous passe aussi un message sur le risque médicamenteux. Donc, je vais volontairement assez vite parce que ce sera mieux que vous le découvriez par vous-même. Mais en plus des messages, on a parfois aussi des séquences plus interactives. Par exemple, ici, quel type de cintre allez-vous privilégier dans la penderie de votre établissement? Bon, ici, vous avez déjà le débriefing qui apparaît, mais on vous laisse d'abord la possibilité de donner votre avis. Ici aussi, par exemple, on a essayé d'introduire une petite touche d'humour. Est-ce que la possession d'un briquet, c'est une bonne pratique? Oui, non, ou la réponse de Normand, hein, peut-être d'un oui, peut-être d'un non. On vous laissera voir quelle était la réponse. Donc, en plus des chambres, vous pouvez aussi visiter notamment une salle de bain. Donc là, quand on a une loupe en fait sur les objets, c'est pour vous inciter donc à cliquer sur la loupe. Et quand c'est comme ça, on va avoir une autre image qui s'affiche. Ici, par exemple, le contenu de la trousse de toilette. Et on va vous poser la question, quels sont les 6 objets dangereux qui devraient être retirés en priorité de cette trousse de toilette, en fonction du profil du propriétaire de la trousse de toilette, bien évidemment. Donc, à ce moment-là, vous avez la possibilité de répondre à cette question. On a aussi des couloirs à visiter, comme je vous le disais tout à l'heure, et le pictogramme avec l'ampoule qui est aussi cliquable. Et dans ces cas-là, c'est un message d'information qui apparaît. Donc là, on vous dit, par exemple, que le moment du ménage dans les chambres, c'est souvent l'occasion de se débarrasser des plateaux de petit déjeuner, par exemple, qui peuvent alors rester accessibles sur le chariot dans le couloir. Mais si on est en présence d'usagers identifiés à risque, il faut éviter cette pratique parce que bah, il peut y avoir des couteaux, des couverts qui vont devenir des éléments très très dangereux. Donc voilà, il y a plein d'autres endroits à visiter dans l'outil, mais ça, vous le découvrirez. Et une fois que toutes les zones ont été visitées et cliquées, vous arrivez sur une page de débriefing. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de réaliser, enfin, d'utiliser l'outil
en groupe et avec un animateur qui va débriefer avec vous parce que peut-être que quand on découvre l'outil tout seul, ça peut être effrayant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Donc c'est bien d'avoir un animateur qui va recueillir le ressenti des participants, euh, voilà, désamorcer toute tension, enfin tout stress qu'aurait pu apparaître, tout questionnement, voilà, pour vraiment en échanger entre utilisateurs. Et vous avez néanmoins ce débriefing intégré qui va permettre d'initier les dialogues, d'orienter un petit peu les questionnements. Et notamment, ici, on a ce qu'on appelait halte aux idées reçues. Quand vous cliquez à cet endroit, on vous demande bah, que pensez-vous de ces affirmations. Et ces affirmations, idées reçues, en fait, on ne les a pas inventées, c'était des idées, enfin des phrases qui avaient été choisies donc, par Hélène qui avait travaillé sur le sujet dans son établissement et qui avait choisi d'utiliser ce questionnement sur les idées reçues pour amorcer les échanges avec les professionnels dans son établissement. Et donc on voulait mettre un petit peu d'interactivité dans ce webinaire et on vous propose de répondre à un sondage que je vais essayer de lancer. Ça va marcher du premier coup, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous voyez apparaître, peut-être qu'il faut que je le déplace sur cet écran, un sondage et surtout, est-ce que vous arrivez à y répondre? Si je le lance, c'est mieux. Donc, si vous étiez là hier, vous avez peut-être déjà eu les réponses aux questions. Donc, on vous invite à y répondre de façon totalement naïve, comme si hier, vous n'étiez pas là, vous n'avez rien entendu. Qu'est-ce que vous pensiez avant? Et ceux qui n'étaient pas là, bah, vous répondez selon ce que vous en pensez. Donc, on va laisser un petit peu de temps parce que je vois que vous êtes 170 connectés. Donc, je vais attendre d'avoir quasiment toutes les réponses avant de mettre fin au sondage. En tout cas, je vois que ça fonctionne puisque j'ai déjà plus de 80 répondants. 176, clairement. Oh, effectivement. Ça continue de monter, j'attends encore un peu. Merci de jouer le jeu, c'est bien. Et on voit que même si c'est assez tranché, on n'est pas à 100% sur la même réponse. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors là, ça monte plus trop. Bah, ça continue un petit peu encore, mais je pense qu'on va rester sur les mêmes pourcentages. Donc, je vais mettre fin au sondage. Vous allez avoir les résultats qui vont apparaître. Et Hélène, je te laisse la parole pour commenter. Tu vois bien les résultats sur ton écran? Oui, merci. Du coup, est-ce que parler de suicide à quelqu'un peut l'inciter à passer à l'acte? Donc, c'est faux. En effet, 94% de bonnes réponses, vous êtes plutôt bien. Mais on voit que même si une majorité sait qu'on peut parler de suicide à quelqu'un sans l'inciter à le faire, on a quand même il y a quand même une marge de la population qui va redouter et qui ne va pas parler de suicide à un patient ou à un résident de peur de lui en donner l'idée et de l'inciter à le faire. Alors qu'en fait, au contraire, en parler, ça permet de dénouer les crises et parfois de proposer des solutions quand il y en a. Il ne faut pas non plus être dans la recherche de solutions de manière immédiate. On n'en a pas toujours, on n'en a pas d'ailleurs rarement. Et on sait aujourd'hui que les pays qui ont fait des campagnes d'information ont vu leur taux de suicide diminuer. On en a déjà parlé aussi hier, ça marche. Et une phrase toute simple, parler de la mort ne tue pas, en fait. Et bien souvent, Fabrice Jolland en parlait hier, quand on pose la question de manière directe, ça peut surprendre les gens qui sont en face de nous. On peut avoir un blanc, mais ils vont finir très très souvent par pouvoir en parler et ça permet également de faire diminuer les tensions internes, de verbaliser et de pouvoir commencer à travailler avec les gens sur cette question de l'envie suicidaire. Donc non, parler de suicide à quelqu'un ne va pas l'inciter à passer à l'acte. Fabrice Jolland le disait très bien hier, ils ne nous attendent pas.
pour y penser. Ils n'ont pas besoin de nous. Et quand les gens n'y pensent pas du tout, ils le réfutent de manière très naturelle et assez spontanée. Voilà, donc bravo pour les 94%. Alors, la deuxième, les personnes qui pensent au suicide sont atteintes d'une pathologie mentale. En fait, non, pas forcément. Selon certaines recherches en suicidologie, les pourcentages ne sont pas les mêmes. On peut voir de 50 à 90% des personnes qui se sont suicidées qui souffraient d'un ou deux problèmes de santé mentale de type dépression, anxiété, addiction, schizophrénie ou anorexie. Mais vous voyez bien qu'entre les 50 à 90%, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la fragilité mentale est un facteur de risque, mais non un déterminant, absolument pas. Et pour la dernière question, la crise suicidaire est un processus irréversible que rien ne peut arrêter. Eh bien, c'est également faux. On estime en général que sur 10 personnes, pardon, je n'ai pas ma bonne question. Xavier en a déjà parlé hier. Il y a tout un schéma sur la crise suicidaire et on peut intervenir à différents moments. En fait, même une intervention minime, qui paraît minime en apparence, va pouvoir influencer en fait le processus de la crise suicidaire presque à tous les stades. Il suffit parfois de très peu de choses pour éviter le passage à l'acte. Et dans les échanges, l'expression des émotions, en fait, constitue en grande partie l'intervention pendant la crise qui va permettre de diminuer le niveau de la souffrance et de gagner du temps pour pouvoir continuer à travailler avec les gens. Intervenir en crise, pendant la crise suicidaire, ne va pas forcément nécessiter un arsenal de solutions ou de grandes compétences. L'écoute active, parfois, suffit à identifier la crise et à permettre aux personnes de verbaliser. Et elles ne s'attendent pas, les patients et les résidents ne s'attendent pas à ce qu'on ait des solutions miracles. Ils savent bien qu'on n'est pas des magiciens. Mais le fait de le verbaliser et de pouvoir l'expliquer va faire diminuer cette souffrance. Donc, j'ai envie de dire, moi, que prévenir le passage à l'acte suicidaire ressort en fait fondamentalement à tous les citoyens. Au final, on n'a pas besoin d'être un professionnel de santé, d'être un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir parler de suicide avec quelqu'un. Après, une réorientation vers un professionnel de santé peut être nécessaire, mais le démarrage, le début, parler de la crise suicidaire ne ressort pas forcément d'un professionnel de santé. Tout citoyen peut intervenir. Il existe d'ailleurs des formations, il en a été question hier, notamment les formations sentinelles, qui peuvent permettre de repérer les gens à risque pour pouvoir les orienter derrière. Voilà, donc là, on est quand même sur des taux qui approchent des 100% de bonnes réponses. Sur certaines questions que j'ai proposées sur l'établissement dans lequel je suis l'année dernière, pour certaines questions, on était aux alentours de 50-50. Donc cette sensibilisation, en fait, sur ces idées reçues, elle n'est pas du tout inutile, bien au contraire, elle permet aussi d'avancer la discussion et de pouvoir en parler avec tout le monde. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ces 3 questions. Vous pourrez retrouver, il y en a d'autres, hein, vous envoyez quelques-unes, et sur Internet, sur les sites de prévention du suicide, notamment infosuicide.org, vous trouvez d'autres questions, d'autres idées reçues qu'il est possible de discuter, soit individuellement, en groupe, en équipe. Voilà. Merci Hélène. Alors, on va reprendre. Je pense que on va pouvoir passer. Donc, l'outil, hein, vous avez vu le QR code. Et le lien, il est actuellement sur la plateforme collaborative de Calva, mais on le mettra aussi en accès libre sur notre site internet au moment de la diffusion nationale. Donc, de toute façon, il est vraiment là, accessible dès maintenant pour tous ceux et celles d'entre vous qui êtes connectés au webinaire, à tous les Normands, en fait. Donc, Xavier, je vais te passer la parole pour Ouais, introduire la dernière session de la journée. Oui, merci. Juste pour préciser hein, que je pense que tu auras ton micro qui doit être ouvert encore. Excusez-moi, parce qu'il y a du coup un écho, je m'entends plus. Oui. Ah non, c'est moi, oui, pardon. Voilà.
Oui, juste pour préciser que l'outil, effectivement, il sert aussi bien à titre individuel que vous pouvez l'utiliser à titre collectif pour faire de la sensibilisation et de la formation. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser justement pour diffuser effectivement cet esprit d'avoir un œil acéré. Justement, pour pouvoir avoir un œil acéré, il faut peut-être aussi un peu de méthodologie. Là, on va en fait lui donner des informations pour apprendre à repérer physiquement, pour les voir, parce qu'on les voit en fait en vrai, mis en situation. Mais quelquefois, il faut essayer un peu de protocoliser un peu les choses, surtout quand on a des nouveaux arrivants dans une institution qui n'ont pas forcément cette culture encore qu'on a pu développer. Et là, justement, on va écouter Jordan Moisy, qui est responsable de soins en établissement et qui a mis en place justement ce fameux tour de chambre et la façon dont il l'a inscrit dans l'organisation de soins et dans la surveillance en continu. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Ouais. Du coup, je suis Jordan Moisy, je suis le responsable des soins de la clinique du Parc à Nantes, hein, qui est une clinique de santé mentale. Et comme le disait Xavier juste avant, je suis arrivé il y a 4 ans sur cet établissement-là avec toute la revue de l'organisation classique, hein, suite à une prise de poste. Et, euh, et j'ai pu observer, pour le coup, des difficultés que j'avais observées sur d'autres établissements, hein, qui est la formation soignante sur la spécificité de la santé mentale, notamment nos infirmiers qui malheureusement survolent un petit peu la spécialité de la santé mentale pendant leur cursus, et qui réduisaient certaines organisations propres à la santé mentale à juste une ligne sur une fiche de poste. Donc les exemples très concrets d'aujourd'hui, ça va être le tour de chambre. Pour le coup, on a tous sur nos fiches de poste plus ou moins inscrit ce mot-là, ou en tout cas cette activité-là, sans réussir, ou en tout cas sans le protocoliser, sans le définir vraiment, sans réussir à donner un objectif aux équipes de soins et laissant un petit peu libre cours à toutes les pensées et les idées des soignants d'exercer cette activité-là. Donc globalement, moi je l'ai très vite repéré sur nos jeunes infirmiers. Quand vous allez dans vos services après un tour de chambre et que vous demandez où est monsieur Untel, et que la réponse que vous avez c'est je ne sais pas, il n'était pas dans sa chambre, c'est que là vous avez quelque chose à faire en termes de protocole autour du tour de chambre. Donc voilà, on a décidé en équipe du coup de refaire un point sur ça, sur ce qu'est le tour de chambre. Pour nous, on l'a protocolisé et je pense qu'il y a trois lignes qui sont applicables à tous nos établissements. C'est qu'un tour de chambre n'est pas juste la présence physique dans la chambre du soignant, mais est bel et bien un contact visuel et ou verbal avec le patient ou le résident, même s'il n'est pas dans sa chambre. Donc, une fois qu'on a posé ces bases-là, ça rend le tour de chambre protocolisé plus complet, avec moins de défaillances de surveillance, on va dire. Et après, c'est de décrire l'objectif. Il faut le faire, il faut l'inscrire dans nos fiches de poste de façon régulière. On a tous ces moments stratégiques dans la journée qui est souvent le changement d'inter-équipe ou les après-repas pour faire ces tours de chambre-là. Donc ça, il faut les protocoliser. Il ne faut pas se réduire à ça non plus dans nos institutions parce que s'il devient trop chronique dans nos organisations, ou en tout cas si c'est l'unique organisation, eh ben, ça peut avoir l'effet inverse. Ça veut dire que le patient ou le résident sait qu'il ne verra personne entre ces deux délais de visite, on va dire. Et ça aussi, c'est une des limites qu'il faut faire attention dans nos établissements. Et c'est de reposer les objectifs. C'est que quel est l'objectif qu'on y met derrière notre tour de chambre? Nous, c'est celui qu'on essaie de défendre le plus possible, c'est le contact avec le patient, qu'il soit informel le plus possible et qu'il permette de construire le lien de façon
d'une beaucoup plus rapide que si c'est sur des temps très organisés comme les repas ou les traitements. On sait qu'une relation soignant-soigné se fait 2 fois plus rapidement dans son environnement, donc la chambre. Vous savez tous, souvent l'infirmier ou l'équipe qui a fait l'admission d'un patient ou d'un résident gagne un petit peu en relation tout le reste de l'hospitalisation, parce que on a été là le premier jour et on est identifié en tant que tel. Donc, partons du principe que si on démultiplie ces temps-là, on renforce le lien avec nos patients et nos résidents et potentiellement nous aide dans un second temps, s'il y a nécessité, le patient à verbaliser les choses. On sait que verbaliser des idées suicidaires et même les aborder sur un côté soignant, c'est quelque chose de compliqué, mais de mettre le contexte et les conditions pour favoriser à un moment donné cette possibilité peut être un bénéfice secondaire de ces tours de chambre. Donc voilà, l'objectif principal, c'est celui-ci, faire le lien. Le deuxième, c'est effectivement toute la connaissance et l'observation clinique que ça peut apporter à nos équipes de soins. Et là encore, il faut former nos équipes, on va en parler dans un deuxième temps, il faut former nos équipes à apprécier ce moment d'observation dans l'environnement de nos patients et de pouvoir y faire le maximum de liens en fonction de nos patients, d'individualiser aussi ces observations cliniques. Donc ça, c'est un des deuxièmes grands piliers de nos tours de chambre. Une fois que tout ça est dit, il y a le deuxième versant, c'est renforcer dans nos institutions et dans nos organisations ces tours de chambre qui vont bien souvent à 3, 4 dans la journée, mais surtout faire grandir cette culture dans les équipes que ces 4 tours-là ne vont pas suffire à estimer avoir une surveillance régulière auprès de nos patients et qu'il est important que dans des moments de calme dans nos organisations, certains soignants aient la liberté ou en tout cas l'idée d'aller informellement dans une chambre sur un horaire qui n'était pas prévu sur la fiche de poste et de rendre diluée ces présences soignantes auprès de nos résidents et de nos patients. Là encore, si on arrive à combiner ces deux façons de faire, la façon de protocoliser dans l'organisation et la façon culturelle d'une équipe, et ben, on augmente la présence de nos équipes dans les espaces de chambre et on augmente du coup la possibilité d'observer un risque de passage à l'acte ou d'effondrement timique ou d'événements assez récents dans une journée. Donc ça, c'est une deuxième chose. Pour tout ça, il faut effectivement former nos équipes. Et c'est là où c'est des fois le plus difficile parce qu'il y a un premier pilier de formation qui est important, qui est tout l'espace théorique de ce qu'est la crise suicidaire, de ce qu'est le repérage dans l'environnement d'un patient. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme le magnifique outil qui a été présenté juste avant, peut servir à sensibiliser les équipes de soins, que ce soit sanitaires ou médico-sociales, d'essayer aussi au niveau de nos équipes de ne pas laisser ce repérage qu'à la botte du paramédical. On a dans nos services des équipes d'ASH, des équipes d'administratifs, qui eux aussi ont des passages dans les chambres, passent des fois autant de temps dans les chambres que nos paramèdes. Donc il est important de les intégrer à cette notion de détection. D'accord ? Et là, c'est vraiment de détection et de remontée d'informations. Il n'est pas question de dire à nos équipes ASH d'aller faire de l'écoute active ou d'entamer un entretien autour de ce que peut verbaliser un de nos patients ou de nos résidents, mais de surtout avoir la possibilité d'identifier les circuits pour faire remonter ces identifications dans les chambres. Voilà, donc la formation des équipes, elle est sur la communication, sur le savoir-être de nos soignants et de nos équipes administratives et ASH, et surtout sur la compétence de savoir quoi regarder. Et quoi regarder, surtout en étant en contact avec le patient. Parce que quand on fait le tour de chambre,
on peut avoir toute la théorie de ce qu'on doit faire, attention dans une chambre. C'est difficile de le faire quand on est en train de discuter avec le patient qui est dans la chambre. Donc moi, je vous invite à faire quelque chose qui est très ludique et qu'on a fait ici à la clinique du Parc, c'est prendre une chambre vide, y faire un peu ce que on peut voir sur l'outil qui a été présenté avant, mais en réel, et d'y rajouter une personne en plus qui fait le rôle du patient ou du résident et qui discute avec le soignant et pendant tout le long de l'observation. Et là, vous arrivez à voir toute la difficulté qu'un soignant peut avoir à faire les deux choses en même temps, ou en tout cas ça s'apprend, mais il faut s'exercer, et de pouvoir ressortir de cette chambre-là en ayant fait le contact avec les patients et le résident, mais surtout en ayant eu cette observation qui est importante pour détecter effectivement des objets potentiellement dangereux en lien avec un discours inquiétant sur une idéation suicidaire et de pouvoir faire remonter ces choses-là, d'avoir la capacité aussi de l'évoquer en direct avec le patient, parce que ça c'est pareil, on a des soignants en santé mentale qui sont plutôt avisés sur ces sujets-là, donc c'est pas trop le sujet, mais dans les EHPAD notamment, on a des soignants qui ne sont pas habitués à parler d'idées suicidaires et de discours d'idées noires, on va dire. Et des fois, voir un ciseau sur la table de nuit pendant que le résident nous parle d'idées suicidaires, d'être formé à faire ce lien-là en direct. Vous voyez, j'ai trouvé le ciseau sur votre table de nuit. Je pense que pour vous, c'est important qu'on le mette de côté pour l'instant. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en situation pour savoir faire. Et surtout intégrer euh, qu'il est bien plus productif d'agir comme ça et de discuter de ses idées suicidaires pour les déconstruire et essayer d'apaiser la crise suicidaire. Comme on a eu la question juste en sondage avant, c'est une idée reçue de dire je ne vais pas lui en parler, ça va lui donner les idées. Donc voilà, au niveau de tout ce que on peut dire du tour de chambre, moi ce que je vous invite, que ce soit du médico-social ou du sanitaire, c'est de le protocoliser ou en tout cas de vous poser autour de la table avec les équipes et de refaire un point sur qu'est-ce qu'on cherche dans la fonction du tour de chambre. Je vous invite à le faire régulièrement parce que ce sont des activités qui sont chroniques et automatiques de jour en jour et qui sont aussi sujets à perte de vigilance, comme tous les outils de détection du risque suicidaire. C'est que à un moment donné, on baisse la vigilance et il y a besoin d'une piqûre de rappel institutionnelle pour que ça puisse avoir son efficacité optimale de façon constante. Voilà. Merci, merci infiniment, Jordan, pour ce retour d'expérience. Effectivement, l'importance de protocoliser, de se poser la question, de redonner du sens effectivement à ce qu'on fait. Et puis, moi, je retiens deux choses importantes. C'est d'un côté le fait que il faut s'exercer, se mettre en situation et c'est bien de faire une chambre des erreurs, mais c'est encore mieux de faire une chambre des erreurs avec quelqu'un qui parle en même temps parce qu'il va effectivement vous détourner l'attention, parce que ça, c'est vrai que ça correspond encore plus à la réalité. Et puis surtout le repérage, d'associer tout le monde au repérage. Rappeler que la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'affaire des soignants, c'est aussi l'affaire aussi effectivement des administratifs qui peuvent avoir un contact. Et comme on l'a dit, hein, l'alliance thérapeutique, parce qu'il s'agit bien d'alliance thérapeutique à ce moment-là, elle peut se faire avec n'importe qui. Et on ne sait pas à l'avance qui. Et donc, plus on va multiplier les portes d'entrée, les demandes, les discussions, plus on a de chances effectivement de repérer. Comme le disait Fabrice Joland, hein, on ne peut pas tout miser sur ce repérage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire j'ai rien repéré, donc il n'y a pas de risque, mais c'est se dire que en cherchant, on arrive à trouver, et quand on trouve, eh ben, il va falloir effectivement mettre en place probablement un peu plus de mesures. Ça ne veut pas dire être complètement rassuré quand on n'a rien trouvé, mais il n'y a que ceux qui cherchent qui trouvent aussi. Hein. Donc voilà, c'est ce que disait ma grand-mère.
et je pense qu'elle avait quand même assez raison sur le sujet. On avait quelques questions. Quand était prévue la diffusion de l'outil en fait de checklist, la diffusion nationale? Alors, on n'a pas de date exacte, mais a priori avant l'été. Le ministère nous met la pression là pour que ce soit fait avant l'été, justement pour que pendant l'été, on puisse profiter de l'été pour essayer d'avoir un moment un peu plus calme en général, où voilà, on a l'esprit un peu posé, où en général, en été, on arrive à faire à plus facilement faire ce genre d'activité, ou en tout cas, sinon, se le prévoir pendant la semaine sécurité des patients, ça serait pas mal. Il y avait Les corps de d'autres points. métier Les corps de autorisés métier, à oui, faire une fouille autorisés. en EHPAD. Exactement, exactement. Laure, quels sont les corps de métier qui sont autorisés à faire ces inventaires? Qui, euh, qui peut le faire? Ah, il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon? Déjà, le premier critère, c'est qu'il faut que ça soit du personnel formé à détecter les objets dangereux. Euh, Ensuite, moi, je préconiserais également que ce soit en équipe de deux, que ce soit pas une seule personne dans une chambre et qu'il puisse y avoir toujours euh, une deuxième personne qui soit là à ce moment-là, ne serait-ce que parce que si à un moment le résident ou le patient vous dit j'avais un objet de valeur, il a disparu, c'est telle personne qui a procédé à la fouille qui a dû le prendre. Euh, Après, le profil, ça va dépendre un peu de votre structure. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme personnel dans les EHPAD? Vous avez le cadre de santé. euh, En dessous, vous avez quoi? C'est des aides-soignantes? Oui, en fait, C'est des infirmières? C'est... C'est très variable d'un établissement à l'autre. Bah oui, Et, en et c'est vrai que après, tout le monde peut être autorisé à faire une fouille. Après, attention, sur moi, une fouille, parlons, mais voilà, est-ce qu'on parle de fouille au corps ou est-ce qu'on parle oui, d'un non. inventaire? Et si on parle d'un inventaire, tout le monde est en capacité de pouvoir faire un inventaire. La fouille au corps, dès lors qu'il En y a un ayant truc, été formés sur voilà, les points de exactement. vigilance et sous la responsabilité du cadre du service dans tous les cas. On nous précise qu'il y a effectivement des psychologues aussi en EHPAD, bien sûr. En fait, toute personne peut être amenée à faire effectivement un inventaire, comme tu l'as précisé, en étant formé. Il y avait une autre question qui était, ah oui, je crois il faut que tu coupes ton micro de nouveau. Je suis navré, parce comme nous sommes dans la même pièce, il y a un peu un écho. Bah, Euh, sur l'autre question, en fait, Laure, elle avait déjà bien Elle avait répondu répondu, oui. et m'a d'ailleurs envoyé le texte que je partagerai avec le support de présentation sur le partage de l'identité enfin, des usagers en cas de retrait d'objets illicites auprès des autorités. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin d'y revenir, mais j'ai trouvé que la réponse était claire et le texte sera partagé. On a une question aussi, oui, si je travaille en établissement médico-social non médicalisé avec des jeunes adultes handicapés mentaux, avec troubles psychiques, y a-t-il des statistiques sur cette population? Difficile. À ma connaissance, non. On a recherché un peu des données sur les établissements médico-sociaux. Il n'y a pas de statistiques particulières. On sait que les jeunes adultes, déjà de façon générale, sont plus exposés aux idées suicidaires et on a une explosion depuis 2 ans du nombre de suicides chez les jeunes adultes. Donc ça, déjà, on a déjà une population qui est déjà surexposée à ce risque. Encore plus, effectivement, quand ce sont des jeunes adultes qui sont handicapés et potentiellement avec des troubles mentaux. En fait, malheureusement, ils cumulent un petit peu les facteurs contributifs. Mais encore une fois, tout dépend aussi de l'accompagnement et c'est là encore plus important de sécuriser l'environnement. Mais au-delà du risque suicidaire, j'aurais tendance à dire chez les jeunes adultes handicapés avec des troubles psychiques, c'est aussi de se protéger contre les accidents aussi domestiques qui peuvent survenir.
Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions pour aujourd'hui. Il me semble. Vous retrouverez, on nous a posé la question effectivement de l'enregistrement, vous retrouverez la semaine prochaine. L'enregistrement, on fera savoir ça, on communiquera hein, sur le sujet. Euh, si- et puis effectivement, pour les réponses aux questions idées reçues, vous pouvez les trouver sur les sites, effectivement, comme le dit Hélène, sur les sites d'information sur le suicide, notamment suicideinfo.org, qui est extrêmement bien fait, dont on a parlé. Vigilance peut former des professionnels. Non, c'est pas vigilance. Vous verrez qu'on en parlera vendredi, je crois. Oui, c'est ça, vendredi. On abordera le sujet. On a plusieurs intervenants et qui parleront effectivement des formations. Parce qu'en général, ce sont les mêmes équipes, ce sont des équipes communes. Par exemple, sur la région Normandie, les équipes 31-14 et Vigilance travaillent de concert et ils s'occupent aussi des formations sur les premiers secours en santé mentale, les premiers gestes. Il y a aussi des organismes, on en parlera et on vous mettra des liens aussi hein, pour trouver ces organismes de formation. Il y a des formations qui sont très très bien faites sur les différents niveaux aussi d'intervention. Merci, merci encore d'avoir été nombreux. Vous avez vu que on avait jusqu'à 176 personnes qui étaient connectées. Ça veut dire même donc beaucoup plus, parce que je sais que certains étaient en équipe. On se retrouve mercredi. Merci aux intervenants. Jeudi, Merci. jeudi, jeudi. Jeudi. En plus, j'y pensais en disant mercredi, c'est relâche. Et donc, on se retrouvera jeudi pour parler de l'évaluation, justement. Faut-il évaluer? Comment on évalue? Qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce que c'est le risque ou plutôt le besoin? Et tout ça, on en parlera. On aura effectivement, on a des intervenants qui seront tout aussi passionnants qu'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve jeudi.